sur les éclisses. Ces pièces en érable vont servir à la confection des éclisses. On commence par les raboter pour ôter la couche de cire et ainsi éviter des fissures lors du cintrage à chaud. Les deux pièces sont placées bout à bout en respectant le dessin des veines du bois et leur extrémité coupée à angle droit. Encore un petit coup de lime pour un ajustage parfait. Ah, maintenant ça plaque là. Ceci est une étuve, c'est une chambre en métal où dedans je mets mes pièces de bois à cuire, littéralement, dans plusieurs heures de vapeur pour que le bois devienne le plus mou possible et le plus malléable possible pour éviter, dans la phase de cintrage, qu'il y ait des microfentes, qu'il y ait des craquelures. Voilà, alors après un étuvage de 2 heures, 2 heures et demie de temps, maintenant je peux sortir les pièces, elles sont prêtes à être cintrées, à être mises en forme au fer à cintrer. Là je me sers de mon gabarit pour tracer précisément où commencent les parties courbées, où est-ce qu'il y a des parties droites. Je fais au fur et à mesure en faisant des petites marques comme ça au crayon. Là je sens que mon bois y répond bien. Je sens pas d'à-coups à l'intérieur du bois, je sens pas des petits craquements. Donc c'est un bon signe. Le bois humide se travaille très bien. La planchette servant d'éclisse est coupée à la bonne longueur. La mise en place de serre-joints aux endroits stratégiques permet à l'éclisse de prendre la forme exacte du gabarit. Là, ça permet vraiment que l'éclisse sèche de façon perpendiculaire au fond. Ceci va devenir le fond de l'instrument. Il est constitué de 3 pièces différentes, donc 2 en érable et une au milieu en acajou. En 3 pièces, simplement pour des raisons esthétiques, et là j'essaye, sur cet instrument une nouveauté, de jouer aussi sur les épaisseurs de ces 3 pièces. La pièce centrale sera plus robuste pour donner une meilleure résistance dans la longueur de la caisse, et je veux essayer de me servir de ces 2 pièces plus fines pour augmenter le volume sonore, d'augmenter la surface de vibration de l'instrument. Les pièces sont brutes de scie dans leur longueur, et maintenant je vais les ajuster sur ce marbre qui est recouvert de papier de verre pour que les joints soient parfaitement lisses. Je recouvre les champs de crayon pour pouvoir mieux cerner les endroits encore à poncer. La gravure à la CNC est terminée sur la partie centrale en acajou. On contrôle que les 3 parties soient bien jointives. Sur le côté externe, on solidarise les 3 pièces avec du scotch de carrossier qui a une bonne élasticité et permet donc une bonne tension. Après avoir retourné et plié le fond de l'instrument, on applique la colle sur les tranches. Le scotch de carrossier vient immobiliser le tout pour le séchage. Maintenant, je vais coller les pièces qui vont renforcer les collages du fond de la vielle. Parce que dans ce sens-là, le bois travaille le plus intensément. Donc il faut vraiment des renforts pour éviter que le fond ouvre à cause d'un choc hygrométrique ou un choc de température. Voici les planches qui vont faire la table d'harmonie. C'est de l'épicéa avec les veines le plus perpendiculaires qu'il est possible de scier dans le tronc, ce qui donne une meilleure résistance dans la structure du bois. Les planches ont été rabotées sur champ pour que le joint plaque. Les 2 pièces d'épicéa sont fixées bord à bord avec du scotch de carrossier
avons un premier découpage à la forme de la caisse en conservant une marge de sécurité. L'opération suivante consiste à appliquer de la colle blanche sur les deux tranches et à immobiliser le tout pour 24 heures. Je positionne, je décalque sur les éclisses la position exacte des barrages et des différents éléments de structure qui sera à l'intérieur de la caisse. Là, je place le talon qui va supporter la base de l'axe de la manivelle. Une fois que tous les marquages sont terminés, les deux éclisses et le talon sont ajustés dans le gabarit et fixés avec des serre-joints. Je viens d'abaisser le moule comparé aux éclisses afin de pouvoir anticiper le collage des contre-éclisses. Maintenant, je travaille à proprement dit sur ce qu'on appelle la couronne d'éclisses, l'ensemble des deux éclisses avec les pièces rigides. Et maintenant, je vais préparer les contre-éclisses afin d'augmenter la surface de collage avec le fond qui sera très sollicité par le musicien. J'ai relevé les emplacements des différents barrages, ce qui me permet maintenant d'avoir les longueurs définitives de chaque contre-éclisse. Voilà, là on voit bien que avant-après j'ai carrément doublé la surface de collage. Ajuster. Je vais préparer des pièces en érable qui vont avoir pour but de solidifier la structure, l'éclisse même, pardon. Ces pièces sont taillées afin de réduire le poids. Le barrage du fond est présenté à sa place définitive afin de pouvoir le couper à la taille et la forme exacte. On rabote le complexe éclisse contre éclisse pour sa mise à niveau. Ici on voit la caisse depuis dessous. On retrouve les deux barrages qui ont été sciés, ajustés à la forme de la ceinture. Et ici, les barrages ont été vissés contre la caisse, ce qui permet de serrer les éclisses au moment du collage. Quand le collage sera sec, je pourrai enlever les vis et remplacer par des tourillons qui feront et un renfort mécanique et en même temps un élément décoratif. Dans le talon de l'instrument, j'ai taillé une ouverture pour la sortie du préampli électroacoustique. Il faut déterminer l'emplacement de la boîte de commande du préampli, donc si possible un endroit où le musicien puisse accéder facilement pendant qu'il joue. Un marquage au crayon est réalisé sur la face interne de l'éclisse, suivi d'incisions avec un canif. Ce qui est appréciable avec un moule dit en dehors, le moule en fait le tour de l'instrument, c'est que ça nous permet de projeter toutes les lignes de découpe le long de l'instrument de façon vraiment parallèle et linéaire. Ma caisse, je l'ai penchée à l'intérieur du moule, maintenant ce qui me permet d'avoir une projection de la ligne de découpe pour la table d'harmonie. La mise à niveau se fait au rabot.
Le système a été mis en place, maintenant il y a les ouvertures dans l'instrument pour la prise, et puis la partie, on dira, la partie un peu joystick, un peu du préampli. Un micro qui prendra le son réel de l'instrument, et un capteur électromagnétique, mais que je dois transformer parce que c'est pas fait pour les vielles. Voici des renforts internes à l'instrument, ce qui va éviter une déformation dans le sens là de l'éclisse. C'est vraiment pour que la ceinture, la couronne d'éclisse soit le plus rigide possible. Alors voici l'étape de l'affleurage, c'est-à-dire que je vais mettre à niveau toute la ceinture d'éclisse avec les barrages, pour quand je vais coller le fond, ça plaque absolument partout sans effort. C'est l'étape un peu physique de la lutherie, parce que je ponce toute la pièce en même temps sur un papier de verre géant. Alors voici les pièces côté musicien, pièce côté, on dit côté public. C'est à cette pièce que va être fixées les différentes cordes à l'extérieur de la caisse. Je l'emboîte à l'intérieur de la caisse et je suis obligé de coller un renfort en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la traction des cordes va dans ce sens et après il repart sur l'instrument. Donc ça va faire pivoter la pièce avec une force de traction qui est assez inouïe. C'est pour ça qu'on colle une pièce là-dessous qui vient s'ajuster pour que on empêche une rotation jusqu'à une déformation de l'éclisse. C'est vraiment un renfort qui est essentiel. Un même trou est réalisé sur l'autre côté de l'éclisse. Et voilà. Je vais enlever la cale qui m'a permis de coller l'éclisse au talon, mais il reste les trous des vis. C'est vraiment pas esthétique. Alors je vais les repercer maintenant à 4 mm et les remplir avec des tourillons en hêtre. Pour couper les tourillons à fleur de l'éclisse, j'utilise une scie japonaise qui a l'avantage d'avoir les dents affûtées à l'intérieur, ce qui fait que je ne vais pas rayer mon éclisse. Il s'agit maintenant de coller le fond de la caisse avec les éclisses. À cet effet, on procède à un marquage des contours en prenant une marge suffisante. Avant le collage définitif, les deux pièces sont assemblées avec une série de serre-joints qui sont ainsi conditionnés à la bonne longueur. En effet, le temps de collage est très court. C'est une course contre la montre. Les serre-joints sont à nouveau remis à leur place, ainsi qu'une charge sur le dos de la caisse pour assurer la meilleure adhérence possible. Maintenant, j'ai enlevé les presses de la caisse et le fond est collé. Il va me falloir raboter le bord de la table pour que ce soit régulier, un peu comme un violon qu'on appelle un bow. On se rappelle que la pièce du fond, la pièce centrale du fond, elle est plus épaisse que les côtés. Alors je vais faire un raccord en doucine avec le ratissoir. Je vais placer le barrage qui va porter l'axe de la roue et le barrage vraiment harmonique, celui vraiment qui va travailler pour le son de la vielle. Mais avant ça, pour gagner du temps sur la mise à niveau, il faut que je ponce toute la couronne, qu'elle soit parfaitement plate sur la longueur. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à aligner les barrages dans la structure de l'instrument. Les contre-éclisses, système de renforcement de la caisse, sont coupés, ajustés,
plier et coller. J'ai taillé dans un morceau de bois dur un barrage qui va porter l'axe de la vielle. La zone est élargie pour un maximum de solidité et maintenant je vais faire l'assemblage, les renforcements vraiment pour que cette pièce soit le plus stable possible. Il ne faut pas que l'axe commence à vibrer. La pièce est positionnée et fixée provisoirement avec du scotch de carrossier. On fore les trous qui recevront les tourillons, responsables de la bonne fixation de la dite pièce. Ces derniers sont ajustés, collés, et le tout est emboîté et mis à niveau par rapport aux éclisses. La vis qui traverse la paroi de l'éclisse permet une consolidation provisoire en attendant la pose d'un petit tourillon. Ceci est le barrage en épicéa qui va porter les 3 chevalets, à savoir le chevalet des chanterelles, le chevalet des bourdons et le chevalet des rythmiques. C'est une pièce qui est plus large que pour les autres instruments et l'âme, comme au violon, mais là l'âme elle est collée à l'intérieur, elle est à demeure, on ne pourra plus la bouger après. Les pièces sont emboîtées les unes dans les autres. Leur alignement est contrôlé par rapport aux éclisses. Elles sont enfin collées et provisoirement vissées sur les côtés. Maintenant, je présente le clavier sur l'instrument et la position du chevalet. Des chanterelles, c'est le chevalet principal. Le chevalet est positionné sur la table par rapport au clavier à 17 cm et demi. Voilà, là c'est parfait. Cet emplacement me permet de déterminer le perçage de la table pour que on puisse mettre la roue. Après marquage sur la table d'harmonie, l'espace prévu pour le passage de la roue est découpé au cutter et au ciseau à bois. Les angles de cet espace sont des zones de fragilité qui nécessitent d'être renforcées par de petites pièces en bois. La pose de barrage en diagonale va permettre la transmission du son sur toute la surface arrière de la table d'harmonie. Maintenant que la perce de la roue est réalisée, on se rend compte du problème majeur de la vielle, c'est que on a les chevalets, mais on a cette coupure dans la table d'harmonie qui empêche le son de se propager dans la majeure partie de la table. Donc maintenant il faut trouver une solution pour renvoyer le son et contourner en fait l'ouverture. La table d'harmonie se comporte de barrages. Alors il y a les taquets de renfort qui eux n'ont pas une utilité acoustique mais une utilité préventive contre les fentes, partout où il y a des angles vifs. Et ici il y a les barrages acoustiques qui vont propager le son dans l'instrument. C'est eux qui vont renforcer le timbre de l'instrument. Ces barrages sont encore amincis, arrondis et leur extrémité taillée en biseau. Voilà, alors j'ai fait 2 plats sur l'axe pour que les vis viennent s'y loger à l'intérieur et bloquent de façon permanente, sans risque que la roue se mette à patiner, parce qu'alors là sinon c'est la catastrophe. Alors maintenant je place l'axe dans l'instrument. Voilà. La roue est positionnée sur son axe avec collage de la pièce métallique. Il va falloir faire preuve d'une grande précision pour éviter les frottements de cet axe. Le préampli est aussi positionné. Le câble qui le relie au micro est fixé à la caisse pour éviter qu'il ne bouge et crée des bruits parasites.
Et ça, c'est la sortie de l'instrument où on trouve la batterie et les deux sorties suivant ce que le musicien a besoin. Lorsque les deux modules sont branchés, un écran lumineux permet une lecture des données. Il est temps maintenant de coller la table d'harmonie sur les éclisses. On commence par placer tous les serre-joints afin que lorsque la colle sera mise, le collage se fasse très rapidement. On procède encore à un dernier ajustement de cette table. Avant de fermer le couvercle, Alain va apposer sa signature. La colle est étalée uniformément. La table d'harmonie placée avec une grande précision pour éviter tout frottement de la roue. Avec les serre-joints et les poids, la caisse attendra 24 heures pour son séchage. J'ai enlevé les presses de la table. Ensuite, j'ai affleuré avec le rabot et à la défonceuse la table d'harmonie à la caisse. Ensuite, j'ai incrusté un gros plaquage d'acajou pour renforcer le bord de table. Parce qu'ici, il y a les cordes qui vont venir et les cordes risquent de trancher carrément la table. Donc, je remets du bois dur pour renforcer. Et comme décoration, j'ai collé un filet d'acajou tout autour de l'instrument. Il faut maintenant s'astreindre à une activité fastidieuse consistant à utiliser successivement un rabot, une lime, un racloir, dans le but d'effacer les angles vifs et de mettre à fleur les différents bois de la caisse. L'axe de la roue est positionné, la roue vissée sur cet axe. Le chevillet accouplé au clavier, dont toutes les touches coulissent maintenant parfaitement, est présenté sur la caisse. Maintenant, pour que le chevalet appuie sur la table, il faut donner un angle, ce qu'on appelle l'angle de renversement à la corde. Comme ça. Et en fait, la puissance et la qualité du son de l'instrument va être déterminée par la pression qui est exercée avec la corde en verticale. Ici, je vais être à 0, et de ce côté-là, la roue va être plus petite de 1 mm de rayon. Et comme tu vois, le bandage, là, on a déjà été très limite, il va vraiment pas rester grand-chose. Nous allons donc installer la roue sur le tour pour lui enlever ce millimètre de trop sur un côté. Un dernier polissage et la roue est prête. Nous profitons de notre présence dans cet atelier pour usiner la poignée de la manivelle. Celles-ci ont des tailles variables en fonction de la grosseur de la main, ce qui va faciliter un mouvement sans saccade. Encore un dernier polissage, d'abord à la paraffine, puis à la cire d'abeille, ce qui donne à cette poignée un aspect patiné et bien lisse. Retour vers la caisse de la vielle. Avec la correction de la roue et la mise en place d'une cale sous le clavier, tous les éléments ont trouvé leur juste place. Maintenant, je vais coller des petits taquets sous le clavier pour le surélever et aussi pour raison esthétique. Donc là, le clavier va se surélever de 6 mm. Je vais couper une bande de feutre de 5 mm d'épais pour coller là où les sauteraux vont taper contre le bois afin d'amortir les bruits et éviter que le clavier se transforme en jeu de castagnettes. Et sans
Ici, la préparation de l'oreille. Ce qu'on appelle l'oreille, en fait, c'est le sillet des cordes bourdon. Les oreilles se collent contre le clavier et les cordes vont arriver ici. J'incruste le morceau de palissandre dans l'érable pour de simples raisons mécaniques, pour que les cordes ne scient pas à terme l'érable. Le collage a pris. Il faut maintenant poncer, limer, ajuster définitivement ces deux parties qui vont subir de très fortes sollicitations. Une deuxième pièce doit être fabriquée de la même manière. Là, je vais limer quand je reçois les cordes jusqu'à bonne position et après je ponce, je lime vraiment au plus esthétique. Voici l'étape du montage où on retrouve les trois chevalets, les trois sources sonores. On se souvient qu'on avait préparé les pièces pour fixer les cordes des gros bourdons et les cordes des chiens, les cordes rythmiques. Ce sont des cordiers. Et ici, j'ai préparé le cordier des cordes de mélodie. Alors, non seulement le cordier permet de supporter les cordes, mais en plus, sur cette pièce, il va y avoir deux chevilles qui vont traverser la pièce pour régler la sensibilité des cordes rythmiques. Le cordier de mélodie, avec sa gravure réalisée à la CNC, doit être coupé, raboté et limé pour avoir sa taille et forme exacte définitive. Une bordure en acajou servira de garniture. On voit ici une partie du travail. On va maintenant procéder à la pose du cordier. La fixation du cordier se fait avec du boyau de mouton, après avoir percé les trous dans les éclisses et le cordier lui-même. Traditionnellement, les cordiers sont collés à cet endroit de la table, ce qui rend un cordier très rigide. Donc, d'attacher le cordier comme un violon à la caisse, ça lui donne plus de souplesse, et le chevalet peut aussi mieux vibrer. On a une dynamique qui est quand même meilleure, et la différence, elle est notable. Ici, la fabrication des sillets, ces deux petites pièces, en fait, qui vont déterminer la longueur vibrante de la corde. C'est maintenant que ça se décide. On a le chevalet qui va transmettre la vibration à la table, mais on a le sillet qui, lui, détermine la longueur exacte de la corde. Je les fabrique de façon à ce qu'on puisse encore les régler si besoin est. Je vais faire un arrondi pour qu'il y ait le minimum de contact possible avec la corde, et puis ici je ferai une petite rainure qu'on puisse régler avec une vis dans le sens longitudinal. La boîte du clavier comporte un couvercle qui demande la confection de deux charnières. Certains utilisent des charnières à piano, mais ce matériel est très fragile, avec des vis qui ne tiennent pas dans le bois. Ici, on utilise un système très rustique, mais surtout résistant. Deux fils de laiton entortillés l'un sur l'autre, créant un effet ressort. Une fausse corde est présentée dans le but que sa position finale frôle la roue. Je vais poser un scotch à l'emplacement du chevalet pour protéger le bois quand je vais vernir. Parce que la colle tient beaucoup moins bien si le bois est verni. Il faudrait vraiment qu'on aille bois naturel,
pour avoir un bon collage. Avant d'appliquer de très nombreuses couches de vernis, il faut poncer et encore poncer pour obtenir une surface parfaitement lisse. Là, je prépare un blanc d'œuf qui va me servir de bouche-porc sur l'instrument. Le blanc d'œuf, il a l'avantage, quand il sèche, c'est vraiment de durcir, et ça devient vraiment très très dur. Parce que quand tu as poncé le bois, les veines, elles s'aplatissent contre la planche. En mettant le blanc d'œuf, ça va lever la veine et ça va vraiment durcir le bois, quelque chose d'assez rare quand même. Et après, on peut faire le ponçage vraiment final, lustré. Tu peux mettre le jaune de l'œuf aussi. Ça donne une couleur un peu miel. Là, il faut le travailler un peu plus vite parce qu'il faut pas que l'œuf commence à moisir. Mais le blanc d'œuf, tu peux le garder au frigo, ça bouge pas. Ici, on est déjà à la deuxième couche de vernis. Donc ça fait ressortir le relief. Ah oui. Voilà, maintenant que le blanc d'œuf a séché, maintenant, dernier ponçage, étant donné que le bois, maintenant, il a durci. Avec ce durcissement du bois, on a des fibres qui sont dressées, perpendiculaires à l'axe du bois, et comme elles sont envahies, lorsqu'on va passer le ponçage, on va pratiquement les couper comme si on leur coupait la tête. Maintenant, je vais passer la première couche de vernis, qui est un mélange d'huile et de cicatif au copal. Et là, il y aura plusieurs couches à chaque fois. Vernir, poncer, je pense arriver entre 8 et 9 couches aussi. Combien de temps pour que ça sèche entre les couches? Alors l'huile, c'est long, moi je considère 48 heures de séchage. Les vernis à l'huile te matifient l'instrument dans le sens que le son il devient beaucoup plus lourd, le son de l'instrument il devient mat. Et il faudra quelques années vraiment de séchage à cœur pour que l'instrument donne pleine puissance, vraiment pleine puissance sonore. Le couvercle de la vielle, c'est là où le musicien a la main en permanence ou le pouce en permanence appuyé dessus. Il faut pas lésigner sur l'épaisseur de vernis là. Voilà, maintenant toutes les pièces de l'instrument, ou presque, sont préparées. Et maintenant, je vais attaquer le montage définitif de l'instrument. Assembler, coller, régler au fur et à mesure c'est la dernière ligne droite de la fabrication de l'instrument. Les vernis sont faits, il y a 8 couches, et il y aura une dernière finition le jour de la livraison, vraiment pour que ce soit beau, brillant. On commence par coller le clavier avec le cheviller. Maintenant, j'enlève les scotch de protection pour avoir le bois à nu. Et maintenant, je vais coller le capteur de la corde de mélodie. Je connais mon emplacement de chevalet. Alors maintenant, je peux le coller définitif. Je colle 2 petits renforts pour la stabilité du clavier. La fixation du clavier sur la table réclame une précision extrême dans l'alignement des pièces. On passe maintenant à la fixation du cordier qui, dans cette version, reste mobile grâce à l'utilisation de boyaux de mouton tressés. Maintenant, je vais percer le milieu du chevalet pour placer le wolf qui lui va retenir le chevalet pour pas qu'il se renverse. Et voilà. On pratique 2 incisions pour le passage des cordes. Là, comme ça.
Même opération pour le cordier et le chevalet. L'opération actuelle consiste en la mise en place des cordes et leur alignement. Voilà, à l'intérieur, ça c'est un planétaire. Je dois faire 5 tours avec la cheville pour que la partie de la corde fasse, elle, un tour. Donc c'est vraiment une précision très confortable pour le musicien. Voilà, ici avec une corde factice, je présente la position du chevalet des bourdons, pour au final tracer son emplacement. Les chanterelles ont été posées et le diapason aussi réglé. Il a fallu que je recule un petit peu le chevalet pour que le diapason soit correct sur toute sa longueur. Maintenant, les deux chanterelles, le nom des cordes de mélodie, maintenant sont accordées. Du côté du musicien, il y a 2 cordes qui sont les cordes de rythmique, vraiment qui font la particularité de la vielle. Et ces cordes sont posées sur des petites pièces mobiles qu'on appelle des chiens, ou des cigales en Provence. Et c'est la pièce la plus technique vraiment de l'instrument. Ça doit être réglé en équilibre et en précision. La pièce a été dégrossie, la corde posée dessus pour vraiment qu'elle soit bien alignée, et maintenant je dois ajuster le poids et l'équilibre de la pièce. Donc le réglage consiste à vraiment bien mesurer la distance corde, point de rotation et poids de la pièce. C'est-à-dire que j'enduis la corde de colophane. La colophane la fait office de colle. Et puis je vais enrouler un petit morceau de coton. C'est ce que font tous les vielleux en permanence. C'est ce qui évite une usure prématurée de la corde. La petite ficelle que j'attache là, on appelle ça le tirant. C'est ce qui va régler la précision du chien. C'est avec ça qu'on règle l'attaque du chevalet. Ici on est du côté de la roue qui monte. Donc quand je tourne, la corde elle a une tendance à se surélever. On voit le mouvement qu'elle monte. Donc quand j'accélère la rotation, le chevalet va décrocher et c'est ça qui donne la rythmique. Et si je tiens en bas la corde, si je la tiens appuyée, il ne se passe rien. Voilà. Le premier chien est dans sa niche, maintenant on va faire la niche du deuxième. Si tu regardes la corde de dessous, il y a un angle qui est donné sur le chien, et cette pièce permet de attaquer le même angle à une pièce qui est plus haute. On avait mis des renforts à l'intérieur de la caisse à cause des forces de contrainte. C'est typiquement pour ce genre de pièce, parce qu'il y a une telle pression verticale avec la tension de la corde, ça peut arriver dans des vielles qui ne sont pas bien conçues, que la table elle soit carrément éclatée à cet endroit-là. J'enfonce la cheville un peu plus pour qu'après le degré entre la corde et le point d'attache descende un petit peu, parce que là c'était trop violent comme il était déjà réglé. Sur le confort de réglage pour le chien, ça sera plus souple comme réglage, comme ça. On va mettre la deuxième laisse au petit chien. Ces 2 grosses cordes métalliques, ça s'appelle les bourdons. Vraiment comme à la cornemuse, ils vont donner aussi un son constant. Mais ces 2 cordes-là ont vraiment un son très grave. Un do et un contre-sol, ce qui est très grave. On retrouve ici le chevalet qui était aussi réglable pour régler
les différents points d'appui et la différente force du son qu'on veut avoir. Alors ça, c'est un petit mécanisme pour enclencher et déclencher les cordes via un petit levier. Donc quand on la transporte, ça Voilà. permet de bloquer les cordes, c'est ça? Exactement, ça la décolle ou ça la repose sur la roue juste avec le petit levier. Hop, hop, là. Les débrayeurs sont installés, maintenant on comprend mieux comment ça fonctionne. Avec un petit mouvement, on enclenche ou on déclenche la corde. Les cales de cache-roue sont collées à même la table. Maintenant la roue est protégée. Voilà, j'ai fabriqué aussi ce petit dispositif qui permet de mettre en attente ou d'enclencher les cordes. Ça c'est standard sur toutes les vielles. Et puis ici, ce qu'on appelle des capodastres. Alors les capodastres, ça te permet de changer de note sans avoir besoin de réaccorder. Tu tournes, et puis le doigt se met à la bonne place, tu passes de Do, Ré, Mi. On va lui faire une beauté, on coupe tout ce qui dépasse. Séance chez le coiffeur. Exactement. Ça sert à rien de couper à ras de la cheville, parce que si on vient à casser une corde, des fois c'est les 5 cm de réserve, c'est des fois ce qui peut sauver un concert. Là, voilà, toute belle. En admiration. Fafnir est le nain qui s'est fait changer en dragon dans la mythologie scandinave parce qu'il avait volé le trésor d'Odin.